Madame de Courtois, Monsieur Cabestan, Mesdames et Messieurs, merci beaucoup de l'invitation de venir ici à Paris pour parler du cas Einsiedeln. Je dis bien le cas parce que ce parvis de Einsiedeln a causé passablement de disputes. Vu que vous n'êtes pas censé ici à Paris de connaître Einsiedeln, ma présentation sera aussi un petit peu d'histoire culturelle. Où sommes-nous? Einsiedeln se situe dans le canton de Schwyz, à une altitude d'environ 900 mètres, assez au centre de la Suisse, dans un paysage paisible, pas très loin des montagnes glaronnaises. Ce centre géographique de la Suisse centrale, est également le berceau de la Suisse, donc cette confédération des trois cantons Uri, Schwyz et Unterwalden. C'est pourquoi on l'appelle aussi la Suisse primitive. Einsiedeln n'est ni un village ni une ville, mais en allemand ein Flecken. Flecken, ce serait une tache en français, mais ce qui correspond en français naturellement à un bourg qui avait une série de droits, notamment le droit d'avoir un marché hebdomadaire. Le canton de Schwyz, vous voyez un peu les dimensions, j'ai superposé Paris, est donc un tout petit canton. Et Einsiedeln, avec ses 16 000 habitants environ, aussi. Ce bourg est certainement le bourg le plus connu en Suisse, grâce à son couvent bénédictin, haut lieu de pèlerinage en Suisse et en Europe, avec sa Vierge noire et une magnifique église baroque, étape située sur des chemins qui mènent à Saint-Jacques-de-Compostelle. Quant à l'histoire du couvent, je dois rester bref. La fondation remonte au Xe siècle, avec des débuts légendaires, avec l'habituel ermite, la petite chapelle, etc. Le nom Einsiedeln se déduit évidemment du mot Einsiedelei, en français, l'ermitage. Vous le voyez ici, l'ermite Meinrad, avec ses deux corbeaux qu'il avait adoptés et qui, d'après la légende, aurait poursuivi deux voleurs qui avaient dérobé et tué Meinrad dans l'année 961. Évidemment qu'ils furent arrêtés et conduits au bûcher. Les deux corbeaux ont du reste survécu dans les blasons de l'abbaye et de la commune sur fond rouge et doré. Les deux protecteurs principaux du couvent furent le roi Othon Ier, qui en 947 confirma la fondation du monastère et lui accorda des terres et le privilège de l'immunité, et au début du XIe siècle, Henri II, que vous voyez à droite. Je dois aussi sauter l'historique compliqué de la construction du couvent et de ses églises au Moyen-Âge. Sachez tout simplement que depuis le XIIIe siècle, on connaît le pèlerinage à Einsiedeln, avec une première apogée au XVe siècle et puis au XVIIIe, jusqu'à nos jours. Sachez aussi qu'au Moyen-Âge, des incendies ont ravagé à plusieurs reprises l'abbaye et ses églises. Je dis bien les églises au pluriel, puisqu'à la fin du XVe siècle, il y avait une église supérieure et une église inférieure, les deux collées l'une à l'autre. Vous remarquerez que sur cette xylographie du début du XVIe siècle, soi-disant la plus ancienne représentation du couvent, l'abbaye et ses deux églises, l'église supérieure à gauche, encore avec son toit détruit par l'incendie de l'année 1509. En 1655, Matthäus Merian choisit le point de vue inverse du nord pour représenter Einsiedeln. Notez que l'église et les bâtiments conventuels avaient déjà un parvis à l'ouest qui longeait les façades, avec une espèce d'enceinte qui créait un espace que l'on pouvait accéder au centre par des escaliers. À mon avis, cette situation illustre très bien l'étymologie du mot parvis, Madame de Courtois l'a déjà signalé, qui, selon les érudits, remonte au mot paradis, qui est connu depuis la basilique constantinienne à Rome
et qui fit son parcours à travers le Moyen-Âge. Il s'agit donc d'une espèce de clôture, vous le voyez ici sur le fameux plan caronagien de Saint-Gall, un espace clôturé, parfois libre, comme une cour, parfois avec des constructions. Vous lisez à droite, ici, vous pouvez lire « Hic paradisiacum sine tecto sternito campum ». Le paradis se confond de par sa dénomination et ses fonctions avec les termes et les éléments architecturaux que nous appelons aussi Galilée ou narthex. Là, ça devient compliqué. La question si le paradis parvis est à relier au paradis jardin, ça c'est encore une autre question. Donc un paradis vert ou pas vert, à mon avis, il faudra en discuter. Toujours est-il que le paradis et son successeur, le parvis, ont de par leur morphologie un lien très étroit avec le bâtiment de l'église. Nous verrons pour Einsiedeln que le lien existe toujours, même si la facture du parvis baroque successif a toujours tendu vers une ouverture de cet espace. Je vous signale d'ores et déjà la situation topographique très typique du lieu, avec cette espèce de piédestal, je retourne encore une fois, piédestal ou scène élevée avec le couvent et le bourg en contrebas. Cette topographie particulière sera parmi d'autres critères un élément très important quand nous parlerons en particulier du parvis successif baroque. Puisque nous avons cette image, notez aussi la fontaine circulaire au centre de l'image, mais située un peu à l'écart et sans référence axiale par rapport à l'église. Le parvis actuel est une création baroque et étroitement liée à l'histoire de la construction de l'abbaye et de son église. Brièvement, je vous épargne quelques projets préalables et constructions du XVIIe siècle qui ont disparu pour passer directement à la pose de la pierre en 1704 pour la nouvelle construction de l'ensemble du monastère selon les plans du Vorarlbergien Caspar Moosbrucker. Une histoire de construction complexe qui va durer jusqu'en 1735, année de la consécration de l'église. Le parvis, qui est au centre de notre intérêt, s'appelle Klosterplatz, donc place de l'abbaye, ce qui convient parfaitement, même si cette place ou parvis se distingue de beaucoup d'autres places associées à des couvents. La place fut construite de 1745 à 47 par un certain Johannes Rueff, probablement d'après les plans de l'architecte milanais Paolo Federico Bianchi, donc immédiatement après la fin des travaux du couvent et de l'église. Il va de soi que la place, qui, comparée au parvis relativement étroit qui existait, vous vous rappelez, jusqu'à ce moment, elle s'élargit et évolue légèrement en pente depuis la façade de l'église jusqu'aux façades des premières maisons du bourg, créant de cette façon un espace libre, généreux, mais méticuleusement structuré, suivant la symétrie sévère imposée par le complexe de l'église et du couvent, créant ainsi une perspective profonde et rythmée, une véritable scène baroque. Jusqu'à nos jours, vous l'avez déjà vu l'image, cette vue produit un effet grandiose quand on s'approche depuis la rue centrale, mais aussi au sens inverse quand on se trouve devant l'église en regardant vers le bourg de manière un peu moins somptueuse. En même temps, ce léger versant structuré depuis le début du projet et légèrement restructuré par la suite, ici et là. Oh. La molette. Où est-ce que j'étais ici? Oui, c'est d'après. Voilà, restructuré ici et là, selon les besoins du temps, créer un vaste espace
qui, malgré une certaine hiérarchie, tend vers une unification des différentes zones, de façon à créer un lien entre couvent et bourg, entre la sphère de l'Église et celle de la commune, pour finir entre le monde sacré et profane. Deux ailes d'arcade concaves en quart de cercle, avec pavillon d'angle et statue baroque de Johann Baptist Babel. Sur les balustrades, on reconnaît les allégories des vertus, un large escalier qui mène au niveau de l'église est flanqué de manière monumentale des premiers protecteurs du monastère que j'ai déjà mentionnés. Le point central de la place est marqué par une fontaine heptagonale qui, avec le chiffre 7, renvoie aux 7 joies et aux 7 douleurs de Marie, les 7 vertus, les 7 sacrements, etc. Le Liebfrauenbrunnen avec ses 14 gargouilles. C'est en 1753 que la fontaine de 1684 fut déplacée, vous l'avez vu avant chez Mériane, fut déplacée au centre de la nouvelle place avec un nouveau baldaquin ouvert et une immaculée dorée, œuvre de Carlo Domenico Pozzi. En 1893 ou 93, elle fut remplacée par une reconstruction dans l'esprit de la précédente et en 1954, à nouveau. Comme d'habitude, les lieux de pèlerinage rapportaient beaucoup d'argent à l'Église, pour le dire de manière un peu simplifiée, et indirectement aussi à la commune. Naturellement qu'il existait déjà au Moyen-Âge un intense commerce religieux au service de la piété populaire et les pèlerins qui ne reculent devant aucune dépense si elle promet le paradis. Cette fois, le paradis et pas le parvis. Pour le commerce d'objets de piété et de bondieuserie, on avait colloqué au Moyen-Âge dans les échoppes devant l'aile nord du couvent. Vous les voyez bien ici. On avait prévu plus tard, déjà dans le projet initial baroque, de l'agencer après dans ces arcades. Vous aurez remarqué que le modèle qui a inspiré l'architecte était bien sûr la place Saint-Pierre à Rome. Pour ceux qui a des arcades, certainement les villas palladiennes. Évidemment qu'un afflux d'environ 1 million de pèlerins par année entre Pâques et la fin d'octobre est un facteur économique à ne pas négliger. Mais passons au sujet qui nous préoccupe. De quelle manière est-il possible de réaménager cet espace, cette place historique, avec son passé qui relève d'importantes valeurs spirituelles et politiques, tout aussi bien que matérielles, considérant que la substance, donc les arcades, la fontaine, les escaliers, le décor sculptural des XVIIe et XVIIIe siècles, et le pavement et son parvis, plusieurs fois remis en état en grande partie du XIXe siècle. Ce n'est pas seulement le désir de quelques esprits embellisseurs qui avaient le besoin de mettre la place au bout du temps. Non, la place avait vraiment besoin d'une réparation générale. Beaucoup de pierres du pavage étaient cassées ou sortaient de leur lit. L'herbe poussait dans les joints à tel point qu'on avait l'impression de marcher sur une prairie. Mais c'était aussi le moment de se méfier de toute intervention à courte vue au détriment de la substance historique, aux interventions à la mode qui, en règle générale, sont vite dépassées. Mais nous ne sommes pas non plus naïfs. Il va de soi qu'un endroit comme celui-ci n'est pas seulement une belle image, mais qu'il doit aussi servir et fonctionner pour la population, les pèlerins, les touristes, la circulation et la mobilité douce. Elle doit suffire aux besoins de la sécurité, des pompiers, des handicapés physiques, ainsi qu'à beaucoup d'autres dispositions légales. Il va de soi que notamment les pavements
font partie de ce que nous appelons parties ou pièces d'usure, qui réclament l'entretien et qui ne peuvent pas être abandonnées à leur sort. La mise en état matériel nécessaire est une amélioration fonctionnelle de la place furent en 2008 déjà les déclencheurs pour un concours voulu et financé par l'abbaye, la commune, le canton et la confédération, avec un cahier de charges très détaillé, ayant pour devise le soin particulier pour l'état historique transmis, l'exclusion de reconstitutions inappropriées, mais n'excluant pas des aménagements nouveaux, sensibles, intelligents et conformes dans le sens de la conformitas vitruvienne et albertienne. L'ensemble du projet devait garder et renforcer les qualités urbanistiques, architecturales et esthétiques existantes et intervenir aux endroits défectueux ou insuffisants à l'usage. C'est le bureau du paysagiste Günther Vogt à Zurich, en collaboration avec le bureau d'ingénieur Kehlin à Einsiedeln, qui sortit vainqueur du concours. Vous imaginez que depuis l'année 2008 et le début des travaux en 2018, donc 10 années, le projet fut remanié et retravaillé à plusieurs reprises. Je vais sauter toutes ces étapes et vous présenter après le projet dans sa version finale. Et je ne veux pas non plus vous cacher qu'une série de disputes ont même causé un arrêt des travaux prononcés par le tribunal en 2019. Au centre étaient des litiges, des plaintes de la part des organisations des handicapés qui critiquaient que les différents pavages ne correspondaient pas aux exigences requises pour des personnes handicapées, en chaise roulante ou limitées dans leur mouvement. À l'arrière-plan, ces réserves s'associaient à des recours de la part des commerçants qui craignaient la perte d'une clientèle, évidemment, donc en chaise roulante, évidemment fréquente à Einsiedeln, et de ce fait une perte financière. En outre, il s'est avéré plutôt difficile de négocier avec différents propriétaires, selon les secteurs de la place. Donc le couvent, la commune, le district et le canton, à chacun appartient un certain secteur de la place à Einsiedeln. Au plus tard, à ce moment, s'est manifesté le problème du financement, vu que chaque propriétaire devait prendre en charge une partie des coûts pour le propre secteur, et du moment que le projet de Vogt avait son aménagement qui ne suivait justement pas ses limites de propriété, mais qui, au contraire, en faveur d'une vision de l'ensemble de cet espace, de son équipement et du revêtement du sol, prévoyait le chevauchement des limites des propriétés, c'est-à-dire de les rendre invisibles. Finalement, c'est la Commission fédérale des monuments historiques qui a tranché avec une expertise qui faisait appel à un compromis sans pour autant assouplir ou édulcorer les exigences du côté de la conservation du patrimoine. Il est clair que le couvent, son église et la place, avec la majeure partie des maisons adjacentes, sont à l'inventaire et protégés à multiples titres. Je pourrais avoir un peu d'eau, oui, s'il vous plaît. Voici le plan d'exécution. Merci beaucoup. Excusez-moi. Vogt s'insère avec son projet dans la tradition de la place baroque, avec sa mise en scène comme véritable théâtrum, praticable à pied, dans toute son étendue, les bras ouverts des arcades qui invitent les visiteurs au séjour, bien sûr aussi aux achats, et à monter les très beaux escaliers vers la majestueuse coulisse de la façade de l'église, avec les ailes du couvent légèrement en retrait. Le clou du projet réside dans l'idée de créer avec des moyens très mesurés une place dans la place, dans l'espace qui s'ouvre entre les arcades. Il renforce ainsi le lieu d'accueil et de rencontre, l'endroit où l'on peut s'attarder un moment ou causer en s'acheminant vers le haut.
Grâce à quelques gradins qu'il introduit au bas de cette place intérieure, il fut possible de réduire aussi l'inclinaison de cet espace. C'est Fouque lui-même qui dit qu'il s'est inspiré du Campo de Sienne que nous avons déjà vu ce matin. Tant pour ce qui est du cadre général. Vous vous en doutez que le diable se cache dans les détails. Les commanditaires et plus encore Vogt avaient compris qu'un aménagement autre que complètement minéral aurait détruit la place. Qu'on ferait tort à cet espace si l'on commençait à y rajouter des espaces verts, à planter des arbres ou à la meubler. Rien ne devait compromettre cette vue grandiose de l'expérience unique que l'on a quand on se balade vers le couvent ou de le sens inverse, du haut vers le bas. Dans les détails, vous ne trouvez pas seulement le diable, mais aussi la force du décor, je dirais du décor insignifiant ou tout simplement ordinaire, je parle du pavage, qui dépasse tout décor et enjolivement souvent très affecté. Vous y trouvez un certain nombre de types de pavages qui se différencient légèrement de par leur forme, leur couleur et la technique de pose, discrètement, sans un appel du pied et sans en faire un tapis bariolé. J'estime qu'au moins 80% des pierres des pavages sont posées dans un lit de sable, en préservant une technique historique qui a fait ses preuves et qui est esthétiquement convaincante. Pour la plupart des pierres, les pierres sont des galets fendus de la région avec une surface irrégulière et rugueuse où la pierre, ainsi dite de Guber, un grès calcifié qui provient d'une carrière dans le canton d'Obwalden. Là où l'on devait créer des passages pour les handicapés, on a posé des galets sciés, puis abrasés et flammés. Pour compléter, j'aimerais signaler que Einsiedeln a toujours su faire preuve de respect et de sollicitude à l'égard de cet ensemble unique, tout en étant suffisamment courageux pour utiliser les lieux de diverses manières. Aux différentes processions annuelles s'ajoute le Einsiedler Welttheater, le grand théâtre mondial qui a lieu en moyenne tous les 7 ans. C'est en 1924 que l'historien de l'art Linus Birchler, einsiedlien, du reste un de mes prédécesseurs en tant que président de la Commission fédérale, a eu l'idée d'utiliser cette scène urbaine pour y représenter le fameux Gran Teatro del Mundo, le grand théâtre du monde de Pedro Calderón de la Barca de 1655. Un auto sacramental qui s'y prête très bien. À chaque reprise, la mise en scène se renouvelle selon les goûts du temps et des metteurs en scène. Le prochain rendez-vous sera en 2024, vu qu'à cause de la pandémie, on a dû le renvoyer à 2 reprises. Je veux ainsi souligner qu'un tel lieu est capable d'assumer plusieurs fonctions et de servir à beaucoup de choses, à condition que la simplicité de l'infrastructure permette la mise en place d'installations temporaires sans que le lieu en pâtisse. En résumant, je sais bien que le parvis d'Einsiedeln n'est bien sûr que partiellement comparable au parvis des cathédrales situées au milieu d'un tissu urbain. Et je suis conscient que les intentions architecturales et urbanistiques baroques diffèrent quelque peu de celles du Moyen-Âge. Mais il existe des analogies qui fournissent peut-être des éléments de réponse à la question de savoir comment traiter le parvis de Notre-Dame et d'autres grandes églises, à commencer par la question de savoir si les espaces
libres doivent rester libres ou s'ils doivent être construits, s'ils doivent rester minéraux ou s'ils doivent devenir verts, que ce soit des jardins, des agencements, des parcs, etc. Vous vous en doutez que je suis partisan de la grande composition monumentale transmise à travers les âges, de la grandeur dans la simplicité et complètement opposée au bricole pittoresque. Merci beaucoup de votre attention. Merci, notre Caviezel, d'avoir si fidèlement, comment dirais-je, tenu votre promesse, c'est-à-dire d'avoir, à partir de ce cas de figure qui paraissait peut-être un petit peu curieux, parce qu'en effet, on n'est pas du tout en ville, et on est, voilà, et dans un ensemble. Vous avez parfaitement adapté aux questions que nous nous posons, et vraiment, je vous en remercie tout à fait sincèrement. Nous irons à 2024, donc tous à Einsiedeln, naturellement. Est-ce qu'il y a peut-être on peut prendre, on n'a peut-être pas beaucoup d'avance, mais on peut peut-être prendre une ou deux questions qui se profileraient dans l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? J'avoue que dans le point de vue, alors on va pouvoir peut-être faire la pause, ça c'est très agréable, mais je rebondirai malgré tout sur le point de vue très tranché qu'exprime notre Caviezel et qui me rappelle beaucoup de votre confrère que vous devez connaître, Christophe Amsler, de Lausanne, naturellement, bureau Amsler, et qui l'an dernier nous avait un petit peu surpris parce que si tout le monde avait l'air d'accord pour dire qu'il fallait reconstruire, je vois Jean-Michel qui parlait de reconstruire l'Hôtel-Dieu, Jean-Michel Legnaud ici présent, je vois Benjamin Mouton au premier rang aussi, reconstruire peut-être, évoquer une possible... Eh bien, pas du tout. Christophe Amsler évoquait, comment dirais-je, mais vous ne vous rendez pas compte, la beauté de vos grandes perspectives parisiennes, certaines sont baroques, certaines sont haussmanniennes, mais quelle idée avez-vous de reconstruire, de venir envisager d'occuper cette grande place et ces grandes perspectives? Ça lui paraissait tout à fait incroyable. Donc, vos avis convergent et c'est pourquoi j'ai toujours bien du plaisir à voir arriver ici quelques compatriotes. Une question de Jean-Michel Legnaud. Une remarque, mais on t'écoute bien volontiers. C'est souvent à Einsiedeln, qui est un lieu absolument extraordinaire. Il y a tout de même deux caractéristiques qu'il faut absolument noter. C'est quand même que ça monte. Oui. Et ce mouvement ascensionnel fait partie du parcours initiatique et théâtralisant. Et d'autre part, ce parvis, il est bien fermé par des constructions existantes qui ont été construites. Alors, je ne connais pas du tout l'historique de ces constructions, mais on sent tout de même que même si elles sont un peu disparates, il y a eu un vrai dessin. Et ce que nous n'avons pas dans le cas auquel nous pensons en ce moment.